Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va faire le point sur les annonces de Jean Castex, conférence de presse en ce moment même, aux côtés de certains ministres, et cap sur le mois de mai. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Les commerces, les lieux culturels, les terrasses vont pouvoir rouvrir à partir de la mi-mai. Réaction dans ce Grand Direct. Commerce essentiel, justement, reportage dans la vallée de la Roya ensuite, où la supérette de Tende a rouvert 6 mois après le passage de la tempête Alex. Un vrai soulagement pour les habitants de la commune. Et puis, où en est l'Union de la gauche? Un mot de politique dans ce Grand Direct. On parle bien sûr des régionales. Nous serons avec Marina Mesure, l'une des chefs de file de la France Insoumise en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour savoir où ça en est. Parce que les discussions sont compliquées avec les écolos notamment. Voilà pour une partie du programme. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Large page, enfin large non, mais page consacrée aussi à l'actualité judiciaire et des faits divers, puisque le verdict est tombé dans le procès des policiers de la BAC Nord. Verdict clément. Certains ont été relaxés, les peines avec sursis pour les autres. On fera le point avec Yentel Criado et Manon Mujica. Et puis il y a des coups de feu qui ont été tirés dans le quartier des Moulins, une balle perdue qui a touché un homme. La réaction de Christian Estrosi, du préfet des Alpes-Maritimes, dans cette émission. Et on reparlera de Thomas Pesquet également, pour le côté un petit peu plus léger de cette émission. Eric, ce qu'on peut dire avant de regarder un premier reportage et de filer, rejoindre Philippe Vincent, qui est le secrétaire général du syndicat des personnels de direction dans l'éducation nationale. Ce qui avait déjà été éventé hier dans la presse a été confirmé. Le mois de mai sera donc bien un début de retour à la vie. Oui, alors il y a effectivement ce qui était prévu et ce qui est confirmé. Il y a eu quand même des annonces intéressantes, me semble-t-il, de Jean Castex. D'abord, il a salué les bons résultats de l'Île-de-France, des Hauts-de-France et des Alpes-Maritimes, qui ont vu, on le sait, on le commande tous les soirs, le taux d'incidence baisser. 2 phrases clés du Premier ministre. La première, c'est « Nous avons atteint le haut de la vague des hospitalisations en France ». Et le Premier ministre a ajouté « Le pic de la 3e vague semble derrière nous ». Donc plutôt des bonnes nouvelles. Confirmation du calendrier, Nicolas. 26 avril, maternelle primaire, ça recommence. 3 mai en présentiel, les collèges et les lycées, avec des tests salivaires augmentés pour les enfants, 400 000 par semaine, on était plutôt sur 200-250 000. Vaccination, un point important aussi, 14 millions de premières doses à la fin de cette semaine, et l'objectif toujours réaffirmé de 30 millions mi-juin de vaccinés, à condition qu'on ait les doses, évidemment. Et puis, vous l'avez dit, réouverture à la mi-mai, mais quand même déception, parce que ça, on le savait. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est la liste des commerces qui pourront réouvrir. Et ça fait durer le supplice de manière un peu incroyable. Le Premier ministre a dit que dans les jours qui viennent, on aura la liste des commerces qui pourront réouvrir. Et sous-entendu, pas tous. Pas tous, et on s'attendait quand même à ce que ce soir, les choses soient plus claires. L'une des annonces, donc, c'est la confirmation du calendrier scolaire, la reprise des cours, les autotests aussi à partir de 15 ans dans les lycées. Mais avant cela, écoutez l'inquiétude des syndicats, parce que la rentrée, c'est dans 4 jours pour les primaires, et toujours très peu d'informations sur ce qui sera mis en place. Reportage dans le Var, signé Marion Colangelo. Dernier jour de répit pour les écoliers. Lundi, primaire et maternelle devront reprendre le chemin de l'école après 3 semaines de cours à la maison et de vacances. Mais à 4 jours de la rentrée, aucune consigne n'a encore été communiquée aux professeurs. C'est exactement le même cas de figure que ce qu'on a connu avant la fermeture des écoles. On a encore des annonces, mais on ne sait pas si elles vont être suivies des faits. On nous parle d'une augmentation des tests salivaires, on nous parle de la mise en place de tests antigéniques, mais vraisemblablement, ça serait à partir de 15 ans, donc plutôt les lycéens. Mais on a malheureusement pris l'habitude de voir une certaine différence entre les annonces qui sont faites au niveau ministériel et leur déclinaison sur le terrain. Donc pour lundi, pour nous, pour l'instant, malheureusement, pas de changement. De leur côté, les collégiens et lycéens devront encore attendre une semaine avant la reprise. À partir de lundi, ils reprendront donc les cours en distanciel. Et là aussi, peu d'espoir de changement dans l'organisation. En 2 semaines, on ne sait pas comment les problèmes techniques qu'on a pu rencontrer ont pu être résolus. On pense que malheureusement, ils ne le seront pas, ce qui a poussé beaucoup d'enseignants à basculer leurs cours en visio sur des plateformes privées comme WhatsApp ou comme Zoom par exemple, ce qui n'est pas du tout au niveau de ce qui est nécessaire dans la situation actuelle.
Si on veut maintenir les établissements scolaires ouverts en période de pandémie, il faut s'en donner les moyens. Le gouvernement fait le choix de ne pas se donner les moyens d'assurer la sécurité non seulement des élèves, mais aussi des adultes qui travaillent dans ces écoles. Les professeurs demandent à être vaccinés en priorité, mais pour le moment, seuls ceux âgés de plus de 55 ans y ont accès. Voilà, effectivement, l'inquiétude, c'est un des risques, hein, les bugs informatiques. Ah bah oui, c'est une grosse inquiétude, les bugs informatiques. Vous vous souvenez qu'au moment de la mise en place, il y a 15 jours, de l'enseignement à distance, le CNED, hein, qui est l'organisme public d'enseignement à distance, avait connu plus que des bugs. On avait dit et confirmé que des puissances étrangères avaient pu s'infiltrer dans les réseaux. Bon, en tout cas, tout semble rentrer dans l'ordre. Mais il faut quand même noter, hein, qu'en France, on a plutôt beaucoup moins fermé nos écoles, nos collèges, que partout ailleurs en Europe, hein, pour ne pas parler d'autres pays. Donc ça, je pense que c'est quand même une victoire pour le gouvernement, c'est-à-dire maintenir les enfants en classe et permettre aussi, pendant ce temps-là, aux parents de travailler. Bonsoir, Philippe Vincent, merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des personnels de direction dans l'éducation nationale. Vous êtes aussi proviseur, hein, dans notre région, on le rappelle à chaque fois parce que c'est important à Aix-en-Provence. La première des choses sur laquelle j'ai envie de vous faire réagir, c'est sur les tests, parce que bon, le calendrier on le connaissait, école primaire et maternelle reprise demain lundi, et semaine suivante pour les collèges et les lycées. Mais là il va falloir donc accélérer le rythme des dépistages salivaires et les autotests pour les plus de 15 ans. Il va falloir gérer ça pour vous. Oui, effectivement, ça risque d'être une nouveauté. Alors, au vu des annonces faites par le cabinet du ministre cet après-midi, ça serait mis en place dans les lycées, puisque la préconisation, c'est des élèves de plus de 15 ans, à partir du 10 mai. Donc on aura quand même un délai et sans doute des échanges un peu détaillés avec le cabinet sur ces questions-là, parce que dès la fin de l'intervention du directeur de cabinet, je lui ai envoyé une douzaine de questions assez précises sur les réponses attendues pour la mise en place de ces nouvelles campagnes. Et vous pensez que vous aurez le temps, parce qu'on a entendu les syndicats dans les écoles primaires, alors certes eux ils reprennent dès lundi, mais ça fait court quand même le délai là pour s'organiser. Ça sera de toute façon effectivement un délai assez court, mais je dirais que malheureusement depuis un an, le délai court est la règle absolue à laquelle il faut faire face. Et puis ça dépendra aussi, je dirais, des conditions plus ou moins drastiques ou des conditions plus ou moins draconiennes qui nous seront demandées de mettre en place. Et les conditions dans lesquelles ça pourra être fait nous faciliteront ou nous compliqueront la donne, on verra. Philippe Vincent, évidemment, je n'ai pas lu le papier et les 12 questions que vous avez envoyées au cabinet du ministre, mais prenons concrètement le cas des 400 000 tests salivaires par semaine qu'a annoncé Jean Castex il y a quelques minutes. Très concrètement, qui va faire passer ces tests salivaires qui passeraient de 200 à 400 000 par semaine? Vous avez du personnel pour ça ? Alors, je dirais que la question se pose différemment selon que c'est le premier degré ou le second degré. Dans le premier degré, il est évident qu'on a très peu de personnel dédié, donc il faut s'appuyer, je dirais, sur les forces vives d'autres personnels, d'autres associations, d'autres appuis pour mettre en place ces tests. Dans le second degré, c'est un peu plus facile parce que nous avons quand même des personnels dédiés. Il y a des médecins de l'éducation nationale, il y a des infirmières scolaires. Donc on peut penser, avec un geste qui semble-t-il est moins compliqué, qu'on sera en capacité au moins de faire, je dirais, ne serait-ce qu'une première formation ou une première information. Le terme même d'autotest laisse à penser qu'au bout d'un certain temps, les lycéens, voire tous les personnels, seront en capacité de le faire eux-mêmes sans être accompagnés. Mais sur ces 400 000, pardonnez-moi de revenir, un test salivaire, vous pensez que ce sera graduel ou que dès la première semaine de présentiel, il y aura 400 000 tests de réalisés dans nos établissements scolaires? Visiblement, d'après ce qu'on en sait, ce sera graduel, d'autant plus que ce sera ciblé sur les départements en tension. Donc il est évident que tout le territoire national ne sera pas servi de la même manière et donc on aura sans doute un renforcement des tests sur les départements les plus en tension et malheureusement on les connaît bien et que pour les autres, ce sera ensuite progressivement. Donc on ne peut pas imaginer que ce sera une vague de tests qui va se déverser sur les écoles dès la reprise. Merci beaucoup Philippe Vincent. Ouais, peut-être juste une dernière chose, est-ce que tout est prêt sur les serveurs là, de l'éducation nationale pour lundi, parce que collégiens et lycéens vont devoir suivre en distanciel et on se souvient des petits couacs rencontrés la semaine avant les vacances?
Alors quand vous dites petit couac, vous êtes gentil, c'était plutôt des gros plantages. Oui, c'était un gros bug, ouais, tout à fait. Oui, effectivement, appelons les choses par leur nom. Le directeur de l'enseignement scolaire nous affirmait qu'il avait pris des contacts renforcés avec les collectivités territoriales, départements et régions pour multiplier pratiquement par 2 les capacités des ENT. Et pour ce qui concerne le CNED et la célèbre Ma classe à la maison, il semblerait que les crash tests massifs réalisés par le ministère durant cette semaine aient donné des résultats positifs et qu'on puisse espérer que ce soit opérationnel lundi. Donc on verra si l'ensemble des systèmes ont été dopés et s'ils supportent la pression. Merci beaucoup Philippe Vincent. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général au niveau national du syndicat des personnels enseignants dans l'éducation nationale et proviseur à Aix-en-Provence dans notre région. Merci encore. Éric, voilà l'avis évidemment éclairé de Philippe Vincent. Il y a un élément important quand même dans cette conférence de presse, si la situation sanitaire le permet, et on envisage aussi un déconfinement territorial, ce qui voudrait dire que dans nos départements, il pourrait y avoir des mesures différenciées. Et je voudrais qu'on accueille Jean-Luc Jouve, qui est le porte-parole du collectif Interhôpitaux dans les Bouches-du-Rhône à Marseille, pour évoquer la situation sanitaire dans le département, à la PHM également. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on lit les chiffres, ils sont quand même encore inquiétants dans les Bouches-du-Rhône. 504 de taux d'incidence, 123% de tension hospitalière. Est-ce que pour vous, déconfiner dès le début du mois de mai, rouvrir les commerces, etc., c'est prudent en Provence? C'est difficile de savoir si c'est prudent ou pas. Ce qui est certain, c'est que rien ne s'arrange chez nous pour l'instant. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est qu'on est toujours en plateau haut. On est sur les chiffres de la première vague. Il y a toujours sur l'assistance publique et hôpitaux de Marseille 100 patients en réa et plus de 200 qui sont en hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire qu'on est au maximum, très proche du maximum de nos possibilités, et ceci depuis maintenant plusieurs jours, on ne constate aucune baisse. Donc la situation, oui, elle est préoccupante, parce que si jamais ça continue à monter, on ne sait pas ce que l'on va faire. Alors justement, on est vraiment coincé. Qu'est-ce que vous pourriez préconiser pour éviter que ça monte? Alors, on sait que les confinements, les mesures actuelles font pas toujours l'unanimité. Quelle est votre vision de la chose? Pour l'instant, la vision de la chose, nous on est soignants, on n'est pas épidémiologistes, que les choses soient claires. Pour l'instant, notre vision de la chose, c'est que les mesures qui ont été prises actuellement chez nous, elles n'ont pas eu pour les effets que l'on attendait. Et la décrue qui est annoncée sur le plan national, elle se retrouve absolument pas chez nous. Et on a toujours des réa sous tension, un personnel sous tension, et un hôpital qui reste totalement désorganisé face à la crise, désorganisé dans le sens où on est en situation de déprogrammation. Voilà, on déprogramme, c'est-à-dire que des opérations qui étaient programmées sont annulées, reportées, plutôt. Complètement. Actuellement, selon les spécialités, on déprogramme entre 40 et 70% des interventions. Jean-Luc Jouve, le Premier ministre, il y a quelques minutes, a parlé de ces transferts de malades des régions les plus lourdement impactées en ce moment vers d'autres où le système hospitalier permet de les accueillir. Est-ce que ça pourrait être le cas dans les Bouches-du-Rhône et en Provence? Pas pour l'instant, puisque là, la situation est maîtrisée. Donc, qu'on s'entende bien, la situation, elle est sous contrôle, elle est maîtrisée, mais elle ne descend pas. Elle ne s'améliore pas. L'hôpital est toujours sous tension extrême et assume la quasi-totalité des conséquences. Et si ça monte, on ne sera pas alors en capacité d'arriver à assumer. Donc si ça monte et que la situation ne demeure pas sur un plateau élevé, il faudra peut-être avoir recours à ces transferts. Ça fait partie des possibilités. Aujourd'hui, pour terminer, de loin, ce qui nous inquiète le plus, c'est le taux de déprogrammation qui reste constant. Oui, c'est ça. On n'arrive pas à soigner les autres, si vous voulez. C'est plus tellement les Covid, c'est les autres que l'on n'arrive pas à traiter qui nous préoccupent. Oui, c'est vrai que c'est un constat inquiétant. Aujourd'hui, en gros, pour
terminer, mais les besoins, je sais que vous réclamez, on le sait, vous l'avez dit souvent ici depuis longtemps, hein, que les moyens humains soient renforcés, les moyens matériels aussi. On en est toujours là à gérer ces problèmes-là ? Rien ne s'est passé depuis 1 an sur le plan national. Il n'y a eu aucun enseignement tiré de la première vague. Depuis la première vague, on sait mieux soigner les patients, on sait mieux s'organiser pour gérer la pénurie et la situation dégradée. Mais les questions de fond de l'hôpital, le personnel, l'attractivité pour que les jeunes restent à l'hôpital, les locaux qui sont désuets pour beaucoup, rien n'a été fait dans ce sens-là. On n'en a pas tiré les leçons depuis maintenant 1 an que... Mais Jean-Luc Jouve, pourtant, j'ai encore en mémoire des annonces, je ne sais pas si c'était d'Olivier Véran ou de Jean Castex, mais disant on est en train de mettre en place X milliers de lits de réanimation supplémentaires. Tout ça est faux ? Tout ça n'a pas été réalisé à ce jour, il faut le savoir. Et les chiffres qu'a annoncé M. Castex, c'est la somme de ce qui a été apporté progressivement depuis maintenant pratiquement 18 mois. C'est-à-dire qu'il a fait la somme de tout ce qui s'est passé depuis 18 mois et qui correspond à la dotation habituelle des hôpitaux, et il a dit voilà, on a apporté tout ça. Mais tout ça, c'est que le minimum pour arriver à garder des urgences et des réanimations opérationnelles. Merci donc, beaucoup. On est quand même à la limite de la désinformation de ce côté-là. Oui, mais c'est des informations et des mots forts, hein, que vous avez ce soir qui sont tout à fait éclairants. Merci, docteur Jean-Luc Jouve, porte-parole donc, du collectif Interhôpitaux à Marseille. Éric, bonne soirée à vous. Éric, là-dessus, c'est quand même une vision assez différente de la situation. Et docteur Jouve, lui, il voit, hein, dans les hôpitaux tous les jours ce qui s'y passe. On l'a déjà dit ici, 18 mois, enfin pas 18 mois, mais 1 an plus tard, que les choses n'aient pas vraiment évolué, et on déprogramme, on est sur des mesures qui n'ont pas eu d'effet en Provence. Oui, et puis le mot, vous avez raison, de Jean-Luc Jouve, très fort, hein, qui parle de désinformation lorsqu'on parle d'addition de lits de réanimation supplémentaires. Visiblement, en Provence et dans les Bouches-du-Rhône, c'est pas le cas. C'est pas le premier médecin qui dit qu'il y a un gros décalage entre les effets d'annonce au niveau parisien et la réalité sur le terrain, notamment en matériel supplémentaire ou en personnel soignant supplémentaire. Bon, la crise est toujours là, mais je pense que l'heure des comptes viendra et on verra quelles réponses seront apportées à toutes ces réflexions. Alors, quelques infos qui tombent, puisque la conférence de presse se poursuit. Les classes de 4e et 3e, donc au collège, reprendront en demi-jauge à partir du 3 mai dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie. Ça doit donc inclure les Bouches-du-Rhône, parce que les Bouches-du-Rhône... Mais pas les Alpes-Maritimes. Et donc plus les Alpes-Maritimes. Il faudrait voir pour le Var, parce que le Var reste encore en situation assez étendue. Et puis la vaccination, puisque ça va être le thème du prochain reportage, mi-mai, pour les personnes obèses. Alors, je pensais qu'elles étaient déjà concernées par la vaccination, mais j'ai vu un reportage ce matin là-dessus qui expliquait que les personnes obèses n'y avaient pas accès, donc à partir de mi-mai, et dès lundi pour les proches d'une personne immunodéprimée. Donc là aussi, on accélère le rythme de la vaccination, qui marche bon train dans la métropole Nice-Côte d'Azur, on le dit assez souvent. Nouveau marathon vaccinal qui a démarré aujourd'hui. Objectif, 10 000 injections entre aujourd'hui et demain. Reportage de Marie Justo. Nouveau défi pour la métropole Nice-Côte d'Azur, un marathon vaccinal de 2 jours, objectif 10 000 vaccinations, une organisation au millimètre ici au vaccinodrome du Palais des Expositions. On tend vers une augmentation continue. Chaque mois, on reçoit des dotations supplémentaires du gouvernement, donc on augmente nos capacités. Donc la réalité des 1000 à 1500 qu'on faisait il y a quelques semaines est passée à une réalité quotidienne à 2500, 3000. Avec des journées à 5000 et dans peu de temps on sera certainement avec des journées à 5000 presque tout le temps. Avec un flacon, 7 injections, les infirmiers préparent les seringues de vaccins en lien avec l'accueil pour éviter tout gaspillage. Ça commence à freiner et à réfléchir sur la fin pour effectivement coller exactement au nombre de personnes qui se présentent pour être vaccinées. Oui. À la différence du week-end dernier, les volontaires sont au rendez-vous. Ce ne sont que des doses Pfizer qui sont injectées. Tous font partie des publics cibles de plus de 55 ans. Soit des courbatures,
avec plus ou moins une grosse fatigue et plus ou moins de la fièvre. D'accord. Pas d'inquiétude. Non, je saurai. Là, c'est la seconde et après, espérons, nous allons tous retrouver une vie normale. Participer avec tout le monde, me protéger les autres. J'attends la deuxième injection, mais oui, je suis rassuré, oui. De nouveaux métiers ont intégré la liste des professions prioritaires comme les chauffeurs de bus, de taxi ou les agents de sécurité. Demain, rebelote, 5000 autres injections seront réalisées au Palais des Expositions. Voilà, c'est le nerf de la guerre, la vaccination. Alors comme par hasard, on vaccine au Pfizer, les carnets de rendez-vous sont pleins. L'objectif, c'est 14 millions donc à la fin du mois en France. Et donc, on le voit... À la fin de la semaine. À la fin 14 millions à la fin de la semaine et 30 millions à la mi-juin. Oui, donc c'est assez ambitieux. Voilà, c'est clairement aujourd'hui l'objectif du gouvernement, vacciner. Jean Castex qui a tenté de rassurer sur AstraZeneca aussi. Oui, il a tenté de rassurer AstraZeneca. On rappelle que c'est pour les plus de 55 ans et le Premier ministre a dit moi j'ai 55 ans et je me suis fait vacciner à l'AstraZeneca. Une façon de dire allez-y sans crainte, mais on l'a bien vu, et notamment dans notre région et notamment à Nice, on avait beaucoup de doses d'AstraZeneca il y a quelques jours, mais il y avait très peu de candidats à cette vaccination. Est-ce que la sortie du Premier ministre permettra de rassurer ceux qui préfèrent être vaccinés au Pfizer qu'à l'AstraZeneca? On verra. Mais vous avez vu que dans le reportage, là, on vaccine bien au Pfizer et pas à l'AstraZeneca. Ah oui, là, c'est 10 000 doses de Pfizer entre aujourd'hui et demain. Pour terminer, cette page consacrée aux annonces de Jean Castex et à la reprise lente mais sûre de la vie dans notre pays. Nous accueillons Christophe Souk, qui est le vice-président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Très heureux de vous revoir, ça faisait un moment qu'on n'avait pas échangé ensemble, mais là c'est pour une plutôt bonne nouvelle, même si il y a encore beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes, mais à la mi-mai, les terrasses pourront rouvrir et dans notre région c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on est déjà sur des températures plus que printanières. Bonsoir messieurs, c'est un plaisir de vous revoir, effectivement. La lumière arrive au bout du tunnel, donc effectivement on est très content de ça. Par contre, la première question qui me vient lorsque j'ai entendu le Premier ministre parler, qui restait extrêmement vague en expliquant en fait qu'il prendrait position dans quelques jours sur l'ouverture des terrasses, c'est quel protocole ? Voilà, puisque n'oublions pas que ce qui fait l'ouverture, c'est les protocoles qui vont aller avec. Et vous en pensez quoi alors de ces protocoles ? C'est-à-dire que vous imaginez la chose comment ? Alors, dans notre profession, si vous voulez, on va dire qu'il y a à peu près 3-4 catégories de restaurants on va parler que de restaurants pour l'instant parce qu'ils ne parlent pas de bar. Le premier, c'est ceux qui font déjà de la vente à emporter, donc qui sont déjà ouverts sur l'extérieur, qui ne vont pas avoir de problème pour s'aligner. Il y a ceux qui travaillent principalement le midi avec des terrasses le midi, qui vont pouvoir eux travailler extrêmement rapidement et qui vont être rentables rapidement. Et il y a ceux qui sont plutôt des restaurants classiques où les gens que les gens fréquentent plutôt le soir ou des très grosses sociétés qui malheureusement ne peuvent être rentables que midi et soir. Voilà. Donc je pense qu'on va ouvrir très rapidement, je pense 30 à 40% de nos affaires dès que ça sera possible. Alors l'annonce peut-être du 17 mai, je l'espère. Et puis après, je pense que début juin, on aura l'ouverture du reste de la profession avec des ouvertures le soir, en espérant que les protocoles ne seront pas trop contraignants et surtout qu'on n'aura pas un couvre-feu assassin à 21h, que celui-ci sera au moins reporté à minuit 30 ou 1h du matin. Oui, donc là aussi, encore pas mal de choses à éclaircir. Est-ce que vous souhaitez des garanties aussi sur la poursuite des aides, y compris après avoir été autorisé à rouvrir ? Alors, il y a deux choses. La première chose, on demande surtout de pouvoir se faire vacciner nos équipes. Alors moi j'ai de la chance, eu égard à mon âge et à mon poids, je suis vacciné demain matin avec du Pfizer. Par contre, nous avons déjà échangé avec Christian Estrosi pour la métropole Nice-Côte d'Azur, de manière à lui demander expressément avant la réouverture de tous nos établissements, la possibilité de faire vacciner tous nos personnels de manière à pouvoir présenter des établissements sains, saufs et accueillants. Est-ce que, avant que je passe la parole à Eric pour une dernière question, vous avez déjà
fait un état des lieux de la profession des bars et des restaurants? Est-ce qu'il y a déjà de la casse, des propriétaires qui ne vont pas pouvoir rouvrir là mi-mai, qui n'ont pas pu engager non plus les saisonniers? Écoutez, je vous encourage à aller envoyer une de vos équipes dans le hall d'accueil du tribunal de commerce de Nice, comme celui de Grasse, celui de Cannes, celui de Menton, et pour voir qu'effectivement sur les panneaux d'annonce, il y a beaucoup d'affaires qui sont en vente, entre guillemets, à la casse. Nous-mêmes, on vient nous voir, les professionnels viennent nous voir désespérés en disant trouve-moi vite un repreneur avant que je sois obligé de fermer. J'annonçais le chiffre à peu près de 30% d'établissements qui n'allaient pas pouvoir réouvrir. On est à peu près dans ces eaux-là. Sachant que beaucoup pour l'instant sont sous la protection du tribunal des tribunaux de commerce et que malheureusement la réouverture ne les concernera pas parce qu'ils n'auront pas les moyens de pouvoir payer ni du personnel, ni du matériel, ni des biens, des denrées périssables pour pouvoir ouvrir, et que vous allez être surpris de voir je pense au moins un établissement sur 6 ou sur 7 qui aura la porte fermée, qui ne pourra pas rouvrir. Christophe Souk, je parlerai tout de suite après dans mon édito de ces aides qui vont être prorogées. C'est des bonnes nouvelles, notamment le prêt garanti d'État. Mais juste une question, vous avez commencé en disant bon, tout ça est un peu flou, on a cette date de la mi-mai, on n'a pas vraiment en revanche le protocole d'accompagnement de ces réouvertures. Mais est-ce que vous avez noté aussi, au-delà des restaurants, le flou total du Premier ministre qui parle de la réouverture des commerces pour le mi-mai, mais sans donner de liste précise des commerces qui seraient concernés? Vous savez, on appelle ça quand même une bouteille à la mer. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que nos politiques ne savent pas tout à fait où ils vont. Ils attendent des chiffres chaque semaine pour essayer de pouvoir prendre des décisions. Ils sont obligés de communiquer. Alors là, moi je ne suis pas politique, mais je comprends qu'ils soient obligés de parler de déconfinement, parce que s'ils ne parlent pas de déconfinement, aujourd'hui à la population, tout le monde va devenir complètement fou. Remettre les enfants à l'école, c'était, je pense, une des priorités de l'État. Rouvrir les magasins, c'est une deuxième priorité. Nous, on sait qu'on passera en troisième, puisqu'on est les premiers fermés et toujours les derniers réouverts. Et je pense que ce flou, il vient du fait que, oui, même, vous parliez tout à l'heure, je vous entendais échanger sur les Alpes-Maritimes, oui, nous avons un taux d'incidence qui est descendu assez bas quand on voit qu'il est monté quasiment à 900, plus de 900. Mais je pense qu'il y a une vraie peur, une vraie crainte. Ils ne savent pas s'ils doivent déconfiner par région. Ils ne savent pas s'ils peuvent réouvrir les commerces. Ils ont une peur malade, et c'est le cas de le dire, de réouvrir et d'avoir un sursaut de contamination début juin ou début juillet qui serait une catastrophe pour l'ensemble de la France, pour l'ensemble de toutes les professions et pour le tourisme. Donc je comprends qu'ils soient extrêmement prudents. Par contre, ce qu'on leur avait dit très clairement, donnez-nous une date confortable pour vous. On leur avait dit, si ça doit être le 3 juin, ça sera le 3 juin. Distanciation 1,50 m, distanciation 1,50 m, le gel, la prise de température, ce que vous voulez. Mais annoncez-nous, on doit se préparer. Nos fournisseurs doivent se préparer, nous devons nous préparer. Annoncez-nous une vraie date avec un vrai protocole. Le message est passé, Christophe Souk. Merci beaucoup, vice-président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes. Avant d'en venir au reste de l'actualité, Éric, vous l'avez dit, votre édito va venir clore cette page Covid. Oui, parce que ce sont des très bonnes nouvelles quand même qui viennent de Bercy pour les entreprises des Alpes-Maritimes, du Var ou encore des Bouches-du-Rhône. Je veux parler de ce qu'a annoncé Bruno Le Maire tout à l'heure, la prolongation jusqu'à la fin de cette année, donc 2021, du fameux PEG, le PGE, le prêt garanti par l'État. Une éventualité aussi très intéressante pour nos entreprises, c'est la possibilité de payer ses fournisseurs avec les nouveaux PGE, a annoncé le ministre des Finances. C'est évidemment une façon de redonner de la trésorerie à des fournisseurs en permettant de puiser sur les fameux prêts garantis d'État. Et puis, autre bonne nouvelle pour les entreprises de nos 3 départements, Nicolas, c'est le fameux fonds de solidarité, vous savez, qui aide les entreprises. Ce fonds de
solidarité va continuer à marcher pour tous les secteurs qui sont actuellement fermés, le sport, la restauration, l'événementiel. Et puis pour les autres secteurs, eh bien, le fonds de solidarité va progressivement baisser, mais il va rester quand même en cours. Pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire ne veut pas arrêter toutes ces aides brutalement. Alors reste évidemment qu'il faudra rembourser toutes ces aides, PGE en tête. La catastrophe sera peut-être évitée si le chiffre d'affaires des entreprises concernées redémarre plus vite que ce qu'elles doivent rembourser. Mais à chaque fois, on le dit, qu'on soit restaurateur dans le Var, qu'on soit commerçant dans les Alpes-Maritimes ou qu'on soit hôtelier dans les Bouches-du-Rhône, la meilleure aide que pourrait dispenser l'État à toutes ces entreprises, c'est de leur permettre de réouvrir. Merci Éric. Dans le reste de l'actualité, je l'évoquais au début de ce grand direct, le verdict qui est tombé dans le procès des policiers de la BAC Nord. Verdict clément pour ces 18 policiers accusés d'avoir récupéré de la drogue, de l'argent sur des dealers marseillais. Devant le tribunal de Marseille, on rejoint Yentel Criado. Des applaudissements et de longues embrassades, voilà à quoi ressemblait la sortie du tribunal correctionnel de Marseille cet après-midi après le jugement des 18 policiers de la BAC Nord. Ils comparaissaient pour vol en argent, drogue et cigarettes de contrebande des dealers et vendeurs à la sauvette, des faits qui remontent à 2012. Les peines vont de 2 mois à 1 an d'emprisonnement avec sursis. 6 coéquipiers ont été relaxés. C'est un grand soulagement pour les prévenus car les peines sont beaucoup plus clémentes que celles demandées en début de semaine par le procureur. Je vous propose d'écouter l'un des avocats de la défense. Une pluie de relax, des réquisitions revues considérablement à la baisse, des non-inscriptions au casier judiciaire, ce qui confirme ce que je disais depuis le début de ce dossier. Ce dossier, c'était quelque chose d'artificiel. C'était le résultat d'une communication qui était véritablement choquante et contestable. Et aujourd'hui, le tribunal correctionnel, parce qu'on a affaire à un tribunal indépendant, a dit ce qu'il convenait de dire. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que la plupart de ces fonctionnaires de police vont pouvoir reprendre leur activité. Bruno Carrasco, dont j'assurais la défense, pourra continuer son travail à la mairie d'Aubagne. C'est vraiment, à mon sens, un désaveu cinglant du parquet de Marseille. Ce délibéré marque la fin d'un procès retentissant, une semaine d'audience marquée par 5 cas de Covid apparus sur le banc des mises en cause et surtout la fin de 9 ans de procédure. Voilà l'épilogue, Éric, de la clémence. Oui. Bon, on avait dit qu'il faut que la justice passe. La justice est passée. On comprend le contentement, évidemment, de l'avocat. Et on comprend, évidemment, aussi la joie à la sortie des uns et des autres. Voilà, le procès est fini, dans la joie, dans les applaudissements. Et la vie reprend tranquillement à Marseille. Du côté des faits divers à Nice, cette fois-ci, des coups de feu ont retenti dans le quartier des Moulins en début d'après-midi. Il était aux alentours de 13h15. Un règlement de compte entre 2 bandes rivales, selon les premières informations. Sauf que c'est un homme qui a reçu une balle perdue, qui a été touché, un quinquagénaire. Vous voyez ces images qui ont été tournées par Marie Giusto en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30, 18h, puisque le préfet des Alpes-Maritimes et Christian Estrosi se sont rendus sur place parce que selon les informations, c'est des bandes qui s'étaient déjà affrontées. On en avait parlé l'année dernière sur le plateau de ce grand direct. Donc le maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur ainsi que le préfet qui sont allés tenter de rassurer aussi les commerçants du quartier des Moulins. On les voit ici dans la pharmacie. Je vous propose de les écouter, donc Christian Estrosi et le préfet Bernard Gonzalez au micro de Marie Giusto. Le procureur de la République, alors que je le réclamais depuis 6 ans, a mis en place, en accord avec le préfet, un GLTD, un groupement de lutte contre les trafics de stupéfiants. Nous avons tenu des renforts de police. Nous avons procédé à 583 interpellations sur l'ensemble des quartiers où il y a du trafic de drogue et 91 au Moulin. C'est un chiffre sans précédent. Hommage à la police judiciaire et à la justice, puisque ça a été suivi pour beaucoup de sanctions très lourdes. Ce qu'on sait, c'est que manifestement, il y a un homme qui est âgé entre 50 et 55 ans, qui a été blessé par arme à feu, touché aux jambes,
dans des conditions qui restent à élucider. Il y a un travail d'exploitation des caméras qui est fait, qui permettra de déterminer si nous sommes dans le cadre d'un règlement de compte ou si on est sur une problématique de victime collatérale par rapport à des faits qui nous restent à établir. Donc tout ça, les enquêteurs sont en cours. Je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est toute la détermination du préfet que je suis, de l'État, de l'ensemble des services qui sont engagés aux côtés de la ville. Monsieur le maire, vous l'avez dit, que ce soit côté préfet, côté procureur aussi. Je peux vous dire qu'il y a longtemps que l'action contre les trafics de stupéfiants n'avait pas été aussi forte dans ces quartiers. Voilà pour la réaction donc, de Christian Estrosi et de Bernard Gonzalez, selon les sources policières qu'on évoquait avant ces sons. Effectivement, on s'oriente vers la piste d'une victime collatérale. C'est encore à confirmer, mais c'était les premiers éléments communiqués par certaines sources. Oui, avec un quartier quand même qui n'en est pas à sa première aventure, si j'ose dire, parce que je crois que l'été dernier, il y avait eu pratiquement 4 fusillades dans le quartier des Moulins, qui est pourtant un quartier placé en zone de sécurité prioritaire. Puis on se souviendra aussi, Nicolas, qu'en août dernier, en août 2020, une compagnie de 60 CRS avait été dépêchée sur place. Donc le quartier des Moulins, sur fond malheureusement de trafic de stupéfiants, est un quartier évidemment à problème. On en vient à la politique maintenant et aux élections régionales dans notre région. La campagne met un peu de temps à se lancer. Il y a encore pas mal d'incertitudes sur les candidatures des uns et des autres, puisque je vous le rappelle, Monsieur Mariani, Thierry Mariani et Renaud Muselier, qui sont les favoris, ne se sont pas encore officiellement déclarés, même si c'est un secret de polichinelle. Et puis, il y a toujours la question de l'union de la gauche. Alors, presque tout le monde est d'accord. Eric, on en avait déjà parlé, sauf les écologistes, qui semble se faire attendre. Bonsoir Marina Mesure, merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, la co-chef de file de la France Insoumise pour notre région et vous avez rendu public hier, lors d'une interview qui a été relayée sur les réseaux sociaux, les échanges que vous aviez eus avec les écologistes. C'est toujours eux qui bloquent ? Déjà, bonjour, merci de votre invitation. Effectivement, la situation est compliquée en ce moment parce que cette union de la gauche en PACA patine. Et elle patine pourquoi ? Parce qu'on se cantonne à une union de la gauche au lieu de se donner un objectif un peu plus ambitieux qui est celle de fédérer les forces sociales, écologiques et citoyennes en PACA. Et c'est justement l'esprit de l'appel Il est temps qu'on avait lancé ce 22 janvier, dont on avait déjà parlé avec vous il y a quelques mois de cela, où on avait regroupé 11 organisations politiques, des dizaines de collectifs citoyens, des citoyens engagés. Et donc on avait un réel objectif qui était celui de travailler ensemble pour ouvrir un nouvel horizon, évidemment, pour notre région. Et donc, depuis quelques temps, la situation est extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que à une semaine maintenant du dépôt des candidatures, alors que ça fait 4 mois maintenant que toutes les organisations sont autour de la table pour essayer d'avancer et de construire un programme commun, eh bien, on se rend compte que le pôle écolo, qui s'est constitué justement en janvier et qui n'a pas accepté de rejoindre la dynamique militaire, bloque les discussions. Et nous avons eu la première rencontre avec eux, donc c'était lundi, donc malgré des tractations qui ont duré plusieurs mois, où nous avons essayé de dire regroupons-nous autour de la table, avançons aussi avec vous. Eh bien, la première réunion qui s'est tenue lundi avec le pôle écolo, en fait, c'était une réunion pour nous dire concrètement que, premièrement, ils ne savaient pas ou ils n'avaient pas encore défini en interne si la stratégie de l'Union était une stratégie gagnante pour le premier tour des élections régionales. La deuxième chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'étaient pas convaincus par le périmètre, c'est-à-dire qu'une union de la gauche, oui, pourquoi pas, mais pas avec la France Insoumise, notamment, comme si la France Insoumise ne faisait pas partie des principaux partis politiques de gauche dans la région PACA. Et troisième chose, c'était de dire le préalable, de toute façon, à toutes les discussions qu'on pourrait avoir donc avec vous, les 11 organisations qui travaillent ensemble depuis maintenant 4 mois, c'était le préalable de la tête de liste écologique, donc avec Jean-Laurent Félicia, qui est aujourd'hui crédité à 8% dans les sondages, qui n'a pas une notoriété régionale et qui, de plus, depuis qu'il est candidat, baisse dans les sondages parce que
pour rappel, le pôle écolo était crédité à 11% à peu près il y a quelques mois et aujourd'hui il y a 8%. Donc je trouve tout ceci pas très sérieux. Alors, Éric Revel va vous interroger, mais j'aimerais juste prendre son avis en tant que fin observateur. En dehors des opinions des uns et des autres, on comprend mal pourquoi les écolos ne veulent pas jouer collectif. Oui, alors on sait qu'en région PACA, entre le RN, les LR, LREM qui va prendre quand même un peu de voix, il faudrait s'unir. Oui, bien sûr, l'union de la gauche, un peu comme pour la mairie de Marseille, peut l'emporter s'il y a une union. Mais une remarque, Madame Mesure, si vous le permettez, puis une question. La remarque, c'est que quand vous avancez l'argument que les écologistes ne souhaiteraient pas s'associer à la France Insoumise, on peut comprendre que certaines positions, quand on est à gauche de la France Insoumise, puissent choquer les écologistes. C'était ma remarque. Et ma question est très simple. Pourquoi est-ce que les écologistes ne veulent pas d'union pour les régionales dans la région sud, alors que leur leader national, Yannick Jadot, lui veut une union de la gauche pour peut-être être le seul candidat? Oui, vous mentionnez bien là une contradiction. C'est effectivement peut-être qu'au niveau même national, il n'y a pas forcément une volonté d'union de la gauche. Donc concrètement, nous, aujourd'hui, dans la région PACA, nous sommes ceux qui avons construit ce rassemblement. Nous avons été à l'initiative avec les 11 organisations dès le mois de décembre. Nous avons construit avec les organisations citoyennes. C'était plus de 300 personnes qui ont été regroupées pendant des heures et des heures pour proposer des axes programmatiques pour la région, pour avancer. Nous avons tracté ensemble sur les marchés avec des militants du Parti communiste, avec des collectifs citoyens, avec des militants de Génération, du Parti socialiste. Nous avons tracté ensemble sur les marchés depuis plusieurs mois pour faire vivre cet appel unitaire, pour le rendre séduisant, pour qu'il convainque les gens d'adhérer à ce programme que nous allons proposer justement en juin. Donc nous avons été clairement à l'initiative. Mais Marina Mesure, vous vous donnez jusqu'à quand pour essayer de faire cette union de la gauche? Parce qu'on le sait, il faut déposer les listes auprès de la... Voilà, donc c'est urgent là. Il n'y a plus trop de temps. C'est une question d'heure, évidemment, mais je peux quand même être assez excédée par ce qui se passe. Parce que comme je vous dis, quand nous arrivons justement au moment de déposer les listes, et comme vous le dites, il y a urgence, il faut maintenant avancer. Les élections vont se tenir. Le deuxième tour est déjà dans 10 semaines. Donc effectivement, il faut avancer. Et nous avions la conviction que les bases étaient solides pour pouvoir avancer, puisque nous avons construit depuis 4 mois. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort de la poche, ce n'est pas un dispositif qui viserait juste à mettre tout le monde d'accord sur des places. C'est un programme que nous avons construit tous ensemble depuis 4 mois. Donc nous avons toutes les conditions pour pouvoir partir en campagne et nous laissons la porte ouverte évidemment au pôle écologique pour se joindre à nous dans le cadre de cette dynamique unitaire. Mais maintenant, effectivement, il y a urgence. Et c'est pour ça que nous sommes très inquiets de voir que la position de lundi, c'était de savoir si on était encore à se demander aujourd'hui si l'union était effectivement la meilleure solution, si la tête de liste devait s'imposer aux 11 organisations politiques et aux collectifs citoyens qui travaillent ensemble encore depuis 4 mois. Donc effectivement, il y a urgence et tout devrait se finaliser tout d'ici 24 ou 48 heures. Merci beaucoup Marina Mesure. On est un peu pris par le temps. Je voulais qu'on évoque le programme, pas en détail, mais dans les grandes lignes. Donc on va vous réinviter très prochainement parce que on va rentrer dans la campagne. Il va falloir aussi proposer des idées et un programme aux électeurs. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes co-chef de file de la France Insoumise en PACA et que vous êtes évidemment défenseuse ardente de l'union de la gauche et vous appelez les écologistes à vous rejoindre et on l'a bien compris, ça pourrait se décanter dans les 24-48 heures. Merci à vous. Avant de repartir un petit peu dans les étoiles, puisqu'on va retrouver Georges Klimov dans quelques minutes, vous vous souvenez, qui était l'interprète de Youri Gagarin et qui va nous parler de tout ce qu'apportent les expéditions dans l'espace de concret dans notre vie, puisque Thomas Pesquet va y retourner dans très peu de temps, hein, ce sera demain. Direction la vallée de la Roya pour un événement capital pour la ville de Tende, balayée par la tempête Alex il y a 6 mois. La supérette du village a pu rouvrir ses portes. Ça paraît peu, mais pour les habitants, c'est un vrai soulagement. C'est Claudia Olivier qui était avec eux dès l'ouverture de la supérette ce matin.
Mise en rayon, étiquetage, nettoyage. Tout le monde s'active avant la réouverture de la supérette de Tende. Le magasin est fermé depuis 6 mois après le passage de la tempête Alex. C'est Laura qui est à la manœuvre. Elle gère avec son équipe et les bénévoles des week-ends solidaires. Les derniers détails avant l'ouverture. Stressée, mais après je serais soulagée de voir la joie, je pense, des habitants et se dire qu'on a vraiment fait tout pour notre vallée. Et donc du coup, on est quand même content de nous, quoi. Après l'inauguration, en présence de Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées, les premiers clients sont soulagés de retrouver leur supérette. Vraiment contente que ça a ouvert aujourd'hui, vraiment, vraiment. On en avait vraiment besoin et on remercie tout le monde. C'est un moment émouvant pour Nadège Pastorelli. Depuis plus de 4 mois, elle se bat pour que le magasin rouvre ses portes. C'était émouvant parce que bon, malgré tout, on est quand même impacté par tout ce qui s'est passé. Moi, je suis forte, mais bon, on a toujours quand même, voilà. Et puis de faire ça, d'ouvrir ce magasin, c'était super important. Pour le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, c'est une étape importante dans la reconstruction de la commune. Toute la population attendait cela, mais ça a été vraiment, on aurait voulu l'ouvrir de suite, mais il a fallu franchir des obstacles innombrables. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. On a enfin notre supérette, et c'est ce qui était demandé par tout le monde. Mais ça va surtout dans le sens de la reconstruction. Nous, on est partis pour reconstruire, et ça, c'est un outil essentiel. Autre bonne nouvelle annoncée ce matin, la ligne ferroviaire entre Tende et Breil sera rétablie le 3 mai prochain. Alors, n'en dites pas trop sur les bonnes nouvelles parce qu'on a un deuxième sujet là-dessus. Mais ça fait. Non, mais je voulais juste dire quelque chose, Nicolas. C'est comme on va parler d'espace. J'avais réfléchi à une petite formule. La réouverture de cette supérette, c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour les habitants de Tende. Ça vous va ? Bravo, bravo Eric, quel talent. Vous m'impressionnez de soir en soir. Alors, ce n'était pas la seule bonne nouvelle. Vous l'avez entendu, le train va pouvoir remonter jusqu'à Tende. Ça va permettre quand même de changer la vie des habitants. Et puis, un certain nombre de travaux vont être engagés également, ainsi que l'argent de l'État qui va arriver. Toujours Claudia Olivier. Plus de 6 mois après le passage de la tempête Alex, la supérette de Tende a été inaugurée en présence de Xavier Pelletier, le préfet délégué à la reconstruction des vallées. L'occasion pour lui d'annoncer également la reprise de la ligne du train des merveilles à partir du 3 mai. Là aussi, c'est quelque chose de nature à redonner le moral aux Tendasques. Il ne faut quand même pas oublier que pendant 6 mois, la ligne a été coupée entre Fontan et Tende. Et avec un accès routier qui est compliqué, là on va redonner de la fluidité, on va permettre aux habitants de redescendre plus facilement sur le littoral. Désenclaver le hameau de Casterino pour sauver la saison estivale est aussi l'une des priorités. Les travaux sont en cours, c'est le conseil départemental qui est mobilisé sur ce chantier qui est extrêmement compliqué parce que vraiment la route est très très impactée. Et même sur plusieurs kilomètres, la route a disparu. Mais on va essayer de trouver des solutions pour que les hôtels puissent fonctionner, peut-être avec des navettes. En tout cas, on étudie tout ça avec les collectivités territoriales et l'État fera également des propositions. Des travaux colossaux ont été engagés depuis plus de 6 mois, même si pour le maire de Tende, il reste encore beaucoup à faire. Et le gros problème que l'on a actuellement, c'est les 50 familles. J'ai dû prendre un arrêté d'évacuation pour ces 50 familles. Et ces 50 familles sont dans l'attente de savoir si elles seront autorisées à rentrer chez elles, quand elles seront autorisées à rentrer chez elles. Mais c'est un travail titanesque. Le préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, l'assure. L'aide financière à hauteur de 100 millions d'euros promise par le président Emmanuel Macron sera versée. Voilà, ce ne sont pas des pas de géants, mais ce sont des pas certains qui permettent à la vallée de respirer un peu. C'est toujours ça, quoi. Oui, puis on le voyait dans le regard un peu mouillé des gens qui étaient autour du maire et autour du préfet à la reconstruction. On voit que, voilà, un peu comme des enfants dans un sapin de Noël, mais on peut les comprendre. Privés de tout depuis autant de semaines, ça n'a l'air de rien, c'est vrai, l'ouverture de cette supérette ou ce train. Enfin, si, le train, oui, mais c'est essentiel à la vie de Tende et de sa région.
Allez, on s'intéresse maintenant au voyage dans l'espace de Thomas Pesquet, qui va décoller demain pour une mission de 6 mois à bord de la capsule Crew Dragon. Il va donc prendre la direction de la station spatiale internationale à 400 km de chez nous. Il sera même commandant de bord sur la fin de la mission. Donc ce sera lui le chef là-haut. Bonsoir Georges Klimov, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Alors on vous a présenté la dernière fois comme l'interprète de Youri Gagarin. Vous êtes dans le Var, vous avez d'ailleurs dirigé longtemps un club de passionnés d'astronomie. Vous êtes aujourd'hui donc consultant scientifique autour de la conquête spatiale. On voulait vous revoir ce soir parce que vous allez nous expliquer dans un instant ce que ça apporte de concret en fait dans notre vie de tous les jours, ces expéditions spatiales qui sont souvent décriées pour le coût qu'elles représentent. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que va faire Thomas Pesquet en fait là pendant les 6 mois qu'il va passer dans l'espace? Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous encore une fois. Et puis, pour essayer de vous faire passer ma passion pour l'espace et surtout de vous faire connaître en fait tout ce qui se passe dans l'espace et avec les retombées dans notre vie quotidienne. Alors, donc, Thomas Pesquet, il va donc faire plusieurs expériences. Vous avez peut-être entendu parler du blog, cette cellule qui n'est ni plante, ni bactérie, ni mousse, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas de cellules nerveuses et qui est intelligent, qui mémorise et qui est capable d'apprendre. Alors, en particulier, cette cellule est passionnée par le sucre et le flocon d'avoine. Alors, une des expériences qu'on a faites, c'est qu'on l'a mise en face d'un labyrinthe composé de 5 cheminements, dont un seul contenait donc de l'avoine, du flocon d'avoine et du sucre. Et au bout d'un certain temps, elle trouve le chemin. Et ensuite, si on s'amuse à couper cette cellule en deux, l'autre moitié, on la représente devant les labyrinthes et elle va aller directement sur la bonne voie pour aller chercher sa nourriture. Alors donc cette expérience va être renouvelée dans l'espace avec 200 classes à terre qui vont en parallèle faire les mêmes expériences pour comparer comment cette cellule va se comporter dans l'espace. Alors pourquoi cette expérience? Parce que cette mission va être très biologique. Thomas Pesquet va amener avec lui des cellules souches du cerveau pour en particulier essayer de mieux décrypter la maladie d'Alzheimer et mieux trouver l'environnement de cette maladie et pouvoir contrer cette maladie. Il va également travailler sur le sommeil et puis sur le staphylocoque doré. Le staphylocoque doré, comme vous savez, est résistant aux antibiotiques. Donc là aussi, c'est essayer de cerner les failles de ce staphylocoque doré. Pardonnez ma question de novice total. Pourquoi on a besoin d'aller dans l'espace pour mener ces expériences? Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'être dans l'espace? C'est le contexte qui est plus favorable? Alors c'est le contexte qui est plus favorable parce premièrement, on n'a pas la pesanteur, donc on arrive à mieux décrypter et de dissocier les éléments d'une cellule, puisque la cellule n'est plus soumise à l'attraction, donc on peut mieux toucher son noyau, sa membrane, son cytoplasme. C'est-à-dire on peut, comme par exemple pour des médicaments qui sont fabriqués dans l'espace, on peut dissocier les molécules et rendre des médicaments beaucoup plus purs. Donc on peut éliminer certains éléments, en ajouter d'autres, donc faire des combinaisons qui étaient impossibles à faire sur Terre. Georges Klimov, il y a bien sûr l'aventure incroyable de Thomas Pesquet, puis comme vous êtes un amoureux de l'espace, je suis sûr que vous avez noté ce truc absolument incroyable qui s'est produit aujourd'hui. Vous savez, le petit robot rover de la NASA qui a transformé du dioxyde de carbone issu de l'atmosphère de Mars en oxygène. C'est une première sur une autre planète que la Terre. Ça a dû vous laisser quoi? Ah, tout à fait. Alors j'étais au courant bien sûr que ce robot emportait avec lui un générateur dont le but était d'essayer de tester la fabrication à partir donc du CO2, parce que le CO2 est à 98% dans l'atmosphère de Mars. Donc pour les prochains spationautes et cosmonautes qui iront sur Mars, il est impossible donc d'utiliser
cet air pour respirer. Donc il faut absolument avoir de l'oxygène. Il est impossible d'amener l'oxygène sur Mars, ça coûterait trop cher et ça serait trop lourd. Donc ce générateur a réussi, et donc aujourd'hui c'est la nouvelle fantastique, à fabriquer de l'oxygène à partir du CO2. Et alors là, c'est une retombée fantastique pour nous. Mais ça veut dire qu'on pourra peupler Mars quand on produira des mètres cubes et des mètres cubes d'oxygène ? Mais le problème, c'est que nous, actuellement, on a un problème avec le climat, puisque le réchauffement climatique est dû, entre autres, avec une croissance des taux de gaz carbonique. Imaginez qu'on équipe des usines qui rejettent du gaz carbonique, des générateurs améliorés de ce type, et au lieu de rejeter du gaz carbonique, on va rejeter de l'oxygène. C'est quelque chose de fantastique. Là, ça va être un apport extraordinaire pour la population mondiale. Et on vous remercie de ces précisions parce que là, au moins, on a un exemple très concret des applications qui pourraient se retrouver au service de l'homme, de la nature et du climat et qui sont issues des expériences, des travaux faits dans l'espace. Merci beaucoup, Georges Klimov, depuis votre VAR, consultant scientifique en conquête spatiale. Merci d'être intervenu encore une fois en direct sur les antennes d'Azur TV. Le VAR, on va y rester pour terminer cette émission. Je voulais qu'on diffuse quand même ce sujet parce que ce week-end au Pradet, donc dans la commune varoise, un DJ va donner un concert d'1 heure en ligne, concert totalement accessible à tous, mais pour soutenir une petite pradétane en situation de handicap. Et c'est Thomas Bernabé qui vous raconte cette histoire. Une soirée exceptionnelle se prépare au Pradet, un DJ set d'1 heure en live pour se remémorer les bons moments avant le déconfinement. Si l'idée est évidemment la bienvenue, le projet ne s'arrête pas là car il va permettre d'aider Juliette, cette jeune pradétane de 12 ans atteinte d'infirmité motrice et cérébrale et qui a besoin d'un nouveau fauteuil pour profiter pleinement de la vie. Monsieur le maire m'avait contacté avec monsieur Coumont-Xavier, directeur du cabinet du maire, pour mettre en place un Facebook Live pour rappeler l'événement de l'Electro Garden Party. Qui se déroule l'été au parc Cravero et aussi pour donner un petit moment d'évasion au Pradétan en ce temps de confinement qui n'est pas facile pour tout le monde. Et ma petite nièce donc, qui s'appelle Mila Martini, qui est dans la classe de Juliette, m'a demandé aussi d'organiser, de faire des dons pour Juliette pour contribuer à son bien-être. Les planètes parfois s'alignent bien et on a joint les deux idées et voilà donc d'où est né le projet. Joindre l'utile à l'agréable, le leitmotiv de cette soirée, une cagnotte Litchi a ainsi été créée afin de récolter des fonds. Sur les 5 000 € nécessaires à l'achat du fauteuil, près de 4 000 € ont déjà été récoltés pour la jeune pradétane. Un élan de générosité qui a touché sa mère qui ne s'attendait pas à une telle vague de soutien. C'est génial, il y a beaucoup de solidarité, aussi bien qu'au Pradet que dans d'autres régions. C'est vraiment... tout le monde est présent et c'est génial, quoi. Enfin, les temps sont difficiles pour tout le monde et nous on demandait une petite aide au début juste pour ce fauteuil et là on va pouvoir faire plein de choses, ça va être vraiment bien. La soirée aura lieu demain soir. On laisse tout de même le dernier mot au maire de la commune qui vous explique comment suivre l'événement. C'est sur la chaîne YouTube de la commune et c'est sur le Facebook de la commune. Donc je vous invite à demain vous connecter. Connectez-vous un petit peu avant, ça commence à 20h. Donc partagez un petit moment convivial avec des amis dans le respect des règles sanitaires bien sûr. Enfin ça ne vous empêche pas de commander une petite pizza, un petit plat chinois. D'ailleurs il y a des très bons prestataires au Pradet. D'acheter un petit peu de rosé, du rouge, de la bière et puis de faire un peu la fête. C'est l'occasion à la fois de faire la fête et puis en même temps surtout de rendre service à une gamine qui ne demande que ça. Voilà, le soutien à cette jeune fille du Pradet avec une belle soirée culturelle et musicale. Éric, vous vouliez terminer parce que vous m'avez fait une petite passe oui. Parlons un peu de Monaco. Parlons de Monaco, qui est quand même dans notre région. L'AS Monaco qui a battu Lyon hier en quart de finale de la Coupe de France. Vous avez peut-être regardé ça, suivi ça de loin. Voilà, donc on a 3 clubs de première division, avec un tout petit pousset, PSG, Montpellier, Monaco et
Ouais, j'ai oublié le nom de. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai oublié. Rumilly, voilà. Rumilly, heureusement. Et donc Monaco, après un match très tendu, a battu Lyon 2-0 avant le retour, si j'ose dire, puisqu'il y aura un match en Ligue 1 qui opposera les. Ah non, il n'y a pas de retour en Coupe de France. Non, mais je vois que. Qui opposera les deux clubs pour une meilleure place encore en tête du championnat de France. Voilà, et évidemment le championnat de Ligue 1 qui reprend ce week-end avec en ouverture l'Olympique de Marseille qui se déplacera à Reims. On en reparlera probablement demain. Bonne soirée Eric. Merci Nicolas, bonne soirée. Merci également à Théo Sarfati, Ilan Dehé, Sébastien Lyotard pour les petites antisèches dans l'oreillette. C'est un fan de foot et de l'OM. Tout à fait. Vinciane Gialis également. Et puis on n'oublie pas Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Bonne soirée à vous. Rendez-vous demain sur les antennes d'Azur TV.